France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver, l'émission qui vous ressemble et qui vous rassemble tous les jours 16h-18h. C'est votre LGF, le grand forum, avec le plus grand plaisir de vous retrouver après un petit week-end qui, je l'espère, a été reposant pour vous. Quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle semaine qui démarre avec une semaine, on l'espère, plus calme côté météo que la semaine précédente. En tout cas, soyez les bienvenus avec, pour nous accompagner en ce premier jour de la semaine, Hanan Zawani qui est avec nous. Bonjour Hanan. Bonjour Christophe, bonjour, salam alaikum chers auditeurs et auditrices. Elle a retrouvé sa voix, Hanan. Oui, j'ai retrouvé ma voix depuis une petite semaine déjà maintenant. Bon, c'est parfait en tout cas. Alors, dans ton avis tranché tout à l'heure, tu vas nous parler de quoi ? Alors, je vais vous parler de la réorganisation de l'islam. Oui. Donc, je vais faire référence à la question du jour. Donc, à la question du jour, faites-vous confiance à Emmanuel Macron qui réfléchit à une réorganisation de l'islam ? Je dis bien évidemment non. Ah. Et je vous expliquerai pourquoi. Tu orientes un peu les réponses alors. Alors, je donne mon avis. Tu donnes ton avis, voilà. Effectivement. Je donne mon avis tranché. Tranché et tranchant, comme d'habitude. Le coup de cœur, Hanan. Alors, mon coup de cœur, je vais vous parler de Monsieur Andros. Donc, on se laisse la surprise pour la fin de Très l'émission. bien. On découvrira le programme de notre ami Enver de Santos dans quelques instants, puisqu'il est légèrement en retard. Voilà. Pour ne pas le dénoncer, ça arrive. Et il arrive. Il est là, tout près, là, vraiment. Il est au Lila ? Oui, absolument. Il est là. Jusque 18h, donc c'est parti sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. 01 40 33 9000. Retenez bien ce numéro de téléphone qui va vous servir à tout moment, à tout instant dans cette émission pour intervenir. Évidemment, voici le programme pour ce lundi. Le grand forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, le président américain Donald Trump a affirmé dans une interview publiée ce dimanche par un quotidien israélien ne pas être sûr que Israël veuille conclure un accord de paix avec les Palestiniens. Donald Trump avait dans le passé dénoncé à plusieurs reprises le manque de volonté des Palestiniens à vouloir négocier sans critiquer Israël. L'islam est-il compatible avec les valeurs emblématiques de la société française ? Pour 56% des Français, la réponse est oui. Par rapport à 2016, la tendance semble donc s'inverser. Selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche, 43% seulement de la population française juge cette religion incompatible avec les valeurs de la République et 1% ne se prononce pas. Il demande sa remise en liberté. Le théologien Tariq Ramadan, incarcéré depuis sa mise en examen pour viol, a fait appel de sa détention provisoire et son recours sera examiné jeudi par la Cour d'appel de Paris, ont indiqué des sources proches du dossier. Nous y reviendrons tout à l'heure. Nouveau rendez-vous tout à l'heure, ça s'appelle Déradicalisons les médias avec un peu d'humour parce que nous en avons marre des faiseurs de haine. Nous allons tenter de tourner cela un petit peu en dérision de manière humoristique, donc dans DLM tout à l'heure. La question LGF, l'interview donnée dans le JDD par le président de la République Emmanuel Macron confirme une volonté, à défaut d'apporter des éléments concrets. Deux priorités se dessinent, la formation des imams et le financement du culte. Il veut surtout en finir avec les influences étrangères. Faites-vous confiance au président de la République Emmanuel Macron pour réformer en profondeur les instances, oui ou non? Sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, LGF officiel, évidemment. Et pour finir tout à l'heure, Libertad. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Hanan Zawani qui est là avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire au retardataire, ma chère Hanan? Bah écoute, on va aller leur demander de nous apporter du pain au chocolat déjà, j'ai un petit peu faim. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, ça peut être une bonne idée. Voilà, nous préparer le thé, le café. Bah ouais, allez, voilà, allez, c'est bon, c'est acté, pour moi en tout cas. C'est parti messieurs dames pour votre LGF, pour jusque 18h, nous appelez évidemment 01 40 33 9000 pour cette question du jour que l'on vous pose, puisqu'on a entreaperçu un petit peu ce qu'entrevoit de faire Emmanuel Macron concernant l'islam, plutôt l'organisation des instances de l'islam de France, comme certains aiment l'appeler, et même si c'est pas tout à fait très clair, on entrevoit quand même qu'il envisage de faire des choses concrètes, notamment se séparer de l'influence étrangère, de parler aussi de la gestion des lieux de culte et de plein d'autres choses. Donc voilà, en tout cas, il a annoncé donc dans une interview au JDD hier qu'il donnerait son orientation après concertation. D'ailleurs, des concertations qui ont démarré en coulisses, sans que ça se sache, du côté de la place Beauvau notamment. On reçoit quelques personnalités qui viennent un petit peu
donner leur vision et le gouvernement, le président et le Premier ministre donneront les résultats de leur consultation, de leur réflexion à l'issue du premier trimestre de 2018. Visiblement, c'est ce qu'on entrevoit. Alors, est-ce que vous faites confiance à Emmanuel Macron pour essayer de réorganiser tout cela? Pour l'instant, on peut dire que vous êtes majoritairement opposé. Enfin, vous ne lui faites pas confiance à Emmanuel Macron sur Facebook, 75% de non, 78% sur Twitter, et vous pouvez évidemment nous appeler pour nous donner un petit peu votre vision. Est-ce que Emmanuel Macron sera le président qui va mettre un petit peu d'ordre dans tout cela après les différents échecs cuisants quand même, hein. On pense au CFCM lancé par Sarkozy en 2003. Le CFCM n'a jamais réussi à s'imposer, et plein d'autres également initiatives, mais pour l'heure qui reste des échecs, on peut le dire. Voilà. Donc vos avis nous intéressent. Est-ce que Macron va essayer d'organiser tout cela selon vous? Vous répondez à cette question, même si on connaît un peu ta réponse, Anan, et tu nous la livreras plus en détail tout à l'heure lors de ton avis tranché. C'est non pour toi. C'est non pour moi. Alors juste pour revenir effectivement à cette interview qui a été publiée hier par le JDD, ça fait quand même un certain nombre de mois qu'on attend sa position et son discours sur la laïcité. Il était resté discret d'ailleurs jusqu'alors. Voilà, donc vraiment très discret, donc ça lui a été reproché. Donc il continue à être prudent. Donc avant de prendre des décisions en tout cas sur la laïcité, la stratégie c'est de se dire aujourd'hui on a à réorganiser effectivement le culte musulman. Comme tu le dis, le CFCM n'y est pas arrivé. Ils sont plus occupés à leur guerre intestine qu'à organiser réellement ce culte. Donc sur le principe en fait d'avoir un président qui dit stop parce que ça fait des années qu'on n'arrive à rien, que le CFCM, donc bien que ce soit une institution qui a été décidée par le gouvernement, par le président Sarkozy, aujourd'hui ils n'ont pas de légitimité aux yeux de la communauté musulmane de France. Ouais. Donc sur le principe, pourquoi pas qu'il y ait enfin quelqu'un qui tape du poing sur la table. Après, pour nous en tant que fidèles ou même en tant que citoyens français, on se prend un petit peu une gifle en fait. On se dit mince, ils y sont pas arrivés. Alors ça met pas en cause notre responsabilité, mais nous en tant que citoyens et fidèles, moi cette annonce en fait ça m'a fait l'effet d'une humiliation. Voilà, de me dire le culte musulman c'est quelque chose normalement qui doit être indépendant des affaires de l'État. Et là, parce qu'on n'y est pas arrivé, en tout cas, pas parce qu'on n'y est pas arrivé, parce que le CFCM qui devait organiser cela n'y est pas arrivé. Du coup, on a un président de la République qui va mettre la main dans le cambouis, quoi. C'est un peu humiliant, je trouve. En tout cas, ce que Macron veut faire pour l'islam, c'est le titre qui fait la une du journal du dimanche. Le président de la République donc fait part de ses réflexions sur l'organisation du culte dans le pays. Il explique que son objectif est de retrouver ce qui est le cœur de la laïcité, la possibilité de pouvoir croire comme de ne pas croire, et ce afin de préserver la cohésion nationale et la possibilité d'avoir des consciences libres. Et d'ajouter, je ferai des propositions concrètes lorsque le travail de réflexion sera abouti. En attendant, les réactions n'ont pas tardé. D'abord Marine Le Pen, hier matin sur Europe 1, pour la présidente du Front National, le chef de l'État ouvre des portes et ne les referme jamais, c'est ce qu'elle a dit. Je suggère l'arrêt total du financement étranger des mosquées. Comment ? Total. On arrête. C'est interdit. Un pays étranger n'a pas le droit de financer une mosquée en France. Voilà, c'est très clair. Un coup c'est le Maroc, un coup c'est l'Algérie, un coup c'est l'Arabie Saoudite, et j'en passe des meilleurs. D'ailleurs, il n'y a pas que les mosquées, il y a aussi les imams qu'ils envoient. Ça n'est évidemment pas possible. Voilà, pour Marine Le Pen, Anan, elle se concentre uniquement sur l'influence étrangère, j'ai envie de dire. Sur ce point-là, elle a pas tort. En fait, il faut savoir que le financement des mosquées, il provient à 80% des quêtes et des dons effectués par les fidèles, et que le reste vient effectivement de pays étrangers. Donc au Maroc, 6 millions d'euros qui ont financé les mosquées. Arabie Saoudite,
3 750 000 euros, Algérie 2 millions, des dons privés de personnes de nationalité étrangère, donc effectivement on ne sait pas qui elles sont, et la Turquie quant à elle, oui, effectivement elle envoie pas d'argent, mais elle envoie des imams, et elle a tout à fait raison de souligner que c'est interdit, parce que c'est interdit, mais que nos représentants, en tout cas l'État, a pas agi pour que ça cesse. Au contraire, ils ont favorisé l'implication des pays étrangers dans l'organisation du culte musulman. Donc comme elle le dit, Marine Le Pen, elle le dit depuis un certain moment, mais les fidèles et nous les citoyens, on le dénonce également. Valérie Pécresse, la présidente des Républicains de la région Île-de-France, sur BFM TV hier matin, fustige également Emmanuel Macron. Écoutez ce qu'elle dit, Valérie Pécresse. Je suis très critique, et depuis le début je dis que il fait preuve d'angélisme. À aucun moment il ne dit que la loi de la République est première par rapport à la loi religieuse. Voilà, ça c'est pour Valérie Pécresse, ma chère Alan, auditrice, auditeur. Elle est toujours dans ses provocations idéologiques. Là, si tu veux, elle est en train de clairement dire que l'islam est un problème et qu'on se place, nous, en dehors des lois de la République. Donc j'aimerais bien qu'elle me cite un exemple précis, qu'elle l'étaye. On reste dans des conditions générales, sans jamais apporter de précision, et ça sert ses propres intérêts qui sont de caresser dans le sens du poil les électeurs de la droite, on va dire. Gérard Collomb, lui, sur France Inter, le ministre de l'Intérieur, se déclare favorable à ce que l'État puisse intervenir dans la formation des imams, car pour Gérard Collomb, écoutez ce qu'il dit hier matin. On voit bien que nous avons aujourd'hui un certain nombre de difficultés, tout simplement parce que tout le monde aujourd'hui peut se proclamer imam, et donc faire en sorte qu'on puisse développer les diplômes universitaires qui permettent d'avoir une certaine formation des imams, qui est des imams de la République française. Oui, peut-être faut-il que nous puissions intervenir. Voilà, ça c'était Gérard Collomb, plus précisément sur la formation des imams, cher Anan. Il a pas tort pour le coup, non ? Sur la formation des imams, là, on est en plein dans la question religieuse. Donc, je veux bien que le gouvernement s'y intéresse, mais il paraît qu'on parle d'interdire les prêches en arabe. Au niveau du public des mosquées, on a un public qui parle le français et qui parle l'arabe. Donc, effectivement, pour moi, qui suis maghrébine, qui connaît le dialecte marocain, les prêches en arabe, j'y comprends rien. De là à les interdire, je pense pas non plus que ça, que ce soit une solution. Enfin non. Si tu veux, en fait, ce qui se passe, Christophe, dans les mosquées, c'est qu'en fait, on a tout un public, on a un public africain, on a des personnes qui sont originaires des pays du Maghreb et qui connaissent pas forcément bien le français, et on a nous. Donc peut-être qu'effectivement, il faut que les prêches soient en français, que ce soit la langue qui unisse tout ce monde-là, peut-être. Au 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis, qui nous intéresse plus que jamais. Je rappelle d'ailleurs que vous pouvez voter sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter LGF officiel, pour savoir si vous faites confiance justement à Emmanuel Macron pour la réorganisation des différentes instances. Alors, pour les réactions, le président du DI, Jean-Christophe Lagarde, a lui estimé que le Concordat pouvait être un moyen de permettre à l'islam de France de s'organiser. Enfin, Emmanuel Macron veut poser les jalons de toute l'organisation de l'islam dans le pays, pour reprendre son expression, d'ici la fin du premier semestre 2018. Voilà pour Jean-Christophe Lagarde, la petite réaction. Sur le Concordat, malheureusement, Christophe, je comprends pas tout à fait ce dont il s'agit. Donc, si on peut me l'expliquer, pourquoi pas. Donc, étant donné que je sais pas, non, je veux pas avoir un avis dessus. Très bien. Alors, on va prendre l'avis de Saïd qui nous appelle au 01 40 33 9000. Bonjour Saïd. Bonjour Christophe, bonjour à vos invités, à tous les éditeurs. Donc, moi, j'interviens à votre question. Oui, est-ce que vous pourriez baisser légèrement votre radio, s'il vous plaît, parce qu'on a un retour qui est assez désagréable, mon cher Saïd. C'est bon, là? Merci, bon, oui, impeccable. Je trouve qu'il y a un faux problème, ça. C'est un faux problème? Qu'est-ce qu'il y a un faux problème? Un faux problème, donc c'est comme d'habitude, quoi. Bon, à chaque fois qu'il y a un président qui arrive, il se mêle de ce problème-là. Le problème majeur d'avoir des Français, y compris les musulmans, c'est autre chose que ça. Moi, je m'en fous des imams, moi. J'ai pas besoin d'un imam, moi. Mais de la mosquée aussi. Vous avez besoin de quoi, Saïd? Qu'est-ce qui vous préoccupe?
Ce qui nous est appelé, c'est des institutions, des écoles, des universités, qui concernent tout le monde, d'abord. Ouais. Améliorer la situation de nos jeunes, que ce soit musulmans, français ou X ou Y. Donc pourquoi à chaque fois, c'est l'islam. Donc maintenant, ça y est, maintenant, celui qui veut s'instruire l'islam, maintenant, il y a les moyens technologiques, hein. Vous n'avez même pas besoin d'aller voir un imam, hein. Oui. C'est bien ça le souci. Encore qu'il faut faire Saïd. attention quand même, hein. Parce qu'effectivement, si on s'instruit par nous-mêmes, le premier canal où on va aller, c'est les sites, c'est Internet. Oui. Donc et sur parfois, Internet, on a YouTube. Et là, effectivement, on a quand même des choses qui sont pas à laisser entre les mains de tout le monde. Oui. Oui. Donc non, si on doit étudier l'islam, déjà on l'étudie auprès de ses parents. Qui ont peut-être une vision beaucoup plus mesurée que ce qu'on peut entendre sur YouTube, et que l'apprentissage d'une religion, il faut un enseignement qui soit délivré par un professionnel. Après, peut-être que vous, oui, en tant que vous en avez pas forcément besoin, mais aujourd'hui il y a aussi toute une génération qui effectivement a besoin de comprendre l'islam, surtout qu'on est dans une période où on donne une mauvaise image de l'islam, et que la seule image qu'on retient, c'est une image violente apparentée au terrorisme et aux attentats. Ouais. Justement, excuse-moi. Oui, je vous écoute. Justement, pour être un bon musulman, on n'a pas besoin d'apprendre l'arabe. C'est un échec total, l'enseignement de l'arabe en France. C'est un échec total. Ça fait 30 ans. Ouais. Ça fait 30 ans qu'on parle de même problème. Il faut oublier ce problème-là. On n'a pas besoin. Nos enfants, ils ont besoin des universités. On est d'accord. Ils ont besoin d'un bon avenir sûr, des métiers d'avenir. Sûr, oui. Ouais. Mais Saïd, l'arabe c'est quand même la langue de l'islam, donc c'est quand même un minimum que d'apprendre l'arabe, quoi, non? Je sais pas, moi, je me pose. Vous savez lire l'arabe? Vous savez, l'Inde est le plus grand pays du monde musulman. L'Indonésie. Vous comprenez pas l'arabe, oui. Merci Saïd pour votre avis. Merci. En tout cas, on a bien compris que les préoccupations de Saïd sont pas franchement. C'est des préoccupations économiques et sociales, et il a tout à fait raison. Maintenant, le fait religieux et spirituel, il est important pour une population qui pratique à 70% en France. Vos avis, vos appels au 01 40 33 9000 sur ce grand chantier qui risque de faire couler beaucoup d'encre, je pense, d'ici la fin de ce premier semestre de cette année 2018, où sera annoncé effectivement par Emmanuel Macron les réformes qu'il entend mener. Jusqu'alors, il était resté, on le disait tout à l'heure, assez discret sur le sujet, et là, il entend quand même, au travers de cette interview, démarrer des pistes, en tout cas, qu'il élabore sur lesquelles il réfléchit, sur lesquelles il consulte aussi, des consultations qui ont déjà démarré, d'ailleurs depuis quelques semaines, place Beauvau, en coulisses, donc ça se prépare, ça se met en place tout ça. Allô, bonjour. Oui, bonjour Christophe. Bonjour, quel est votre prénom, cher monsieur? C'est Mohamed d'Orléans. Bonsoir Mohamed d'Orléans, comment allez-vous? Ça va, merci. Bonsoir Alors, Mohamed. Je voulais juste parler, moi je suis tout à fait d'accord avec la personne qui est passée là avant. Saïd. On n'a pas besoin de prendre l'arabe pour comprendre l'islam. L'islam, il est pour tout le monde. Ça veut dire que vous soyez arabe ou n'importe, on peut comprendre. Et on a marre aussi des imams qui envoient du Maroc, de l'Algérie. Exactement. Ça veut dire du Maroc, il y a des imams qui travaillent pour les renseignements généraux. Oui. Et ils volent l'argent pour les pauvres qui connaissent rien. À chaque fois, ils ramassent dans les portes des mosquées. Il y a toujours une caisse pour ramasser de l'argent. Donc moi, je trouve ça c'est pas normal. Effectivement, l'opacité du financement et des ressources, elle est pointée du doigt. Donc effectivement, il doit y avoir beaucoup plus de transparence à ce niveau-là. Et il y a déjà des mosquées qui travaillent sur cette transparence. Donc quand on dit que les financements et les ressources sont pas opaques, elles sont opaques pour certaines mosquées. Pas pour la majorité. Il y a des réformes à l'intérieur de certaines mosquées. Elles sont déjà mises en place. Moi, je parle de ma ville, j'habite sur Orléans. Donc, je vois à chaque fois, les gens, ils ramassent de l'argent.
Il y a des imams qui détournent les gens. Mais en toute sincérité, Mohamed, si on mettait vraiment les mains là-dedans et on pointait un regard averti, détaillé, il y a des scandales énormissimes. De détournement, c'est juste énorme. Ah oui, ça, même des mosquées qui n'ont jamais vu le jour, parce que voilà. Ouais, merci Mohamed, c'est bien de l'avoir dit en tout cas. En tout cas, vous êtes en partie d'accord avec Emmanuel Macron sur le fait qu'il souhaite, si on a bien compris un petit peu là où il voulait en venir, se débarrasser de l'influence étrangère. Oui. Parce que c'est vrai que ça empoisonne quand même les instances. Hein, ça empoisonne les instances. C'est divisé en trois, quoi. Algérie, Maroc, Turquie. Et en plus, on nous le reproche. Oui. Alors que c'est pas de notre fête. Bah oui, ça c'est clair. Ouais. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, votre prénom, cher monsieur? C'est Adil. Adil, vous nous appelez d'où, c'est Adil? De Créteil. De Créteil. Alors Adil, il se positionne comment par rapport à cette question et à ce chantier qui risque de démarrer dans pas longtemps? À mon avis, parce que là au Maroc, j'ai vu à Rabat dernièrement, il y a un centre de formation des imams. Exact, ça a été une décision prise sous François Hollande. Ouais. Il y a un accord entre l'Union européenne et surtout la France avec le Maroc pour former des imams. Oui, absolument. D'accord, là le problème des imams, ils vont le régler dans ce côté-là. Bah en tout cas, ça a été une décision prise sous le gouvernement précédent. Maintenant, je sais pas si Emmanuel Macron souhaite poursuivre sur ce... Non, parce que les centres ils sont financés par l'Union européenne, les centres au Maroc, les centres de formation. Ouais. Ils y sont toujours là, ils sont en train de former les imams. Et c'est une bonne chose, Adil? Est-ce que c'est une bonne chose? Moitié-moitié, on va pas dire bonne chose ni mauvaise chose. Parce qu'il faut des imams formés, mais derrière les imams formés, c'est qui va les envoyer, et on connaît qu'est-ce qu'il y a derrière. Merci Adil. Par rapport à la personne qui a dit qu'il faut pas apprendre l'arabe, je suis pas d'accord avec lui, parce que le Coran, il faut le lire en arabe, pas en français. Ouais. Ouais, c'est la langue, effectivement, c'est la version originale, quoi, l'arabe. Le Coran en arabe, quand on a les possibilités et les facultés de pouvoir le lire en arabe, c'est beaucoup mieux que de le lire en français parce qu'on est soumis à une traduction. Voilà. Et pour les gens là qui dirigent les associations et tout ça, je leur dis d'arrêter de tirer d'Algérie, Maroc, Algérie, c'est nous qu'on décide, c'est les Marocains qui décident. Ça nous ramène à nulle part. Oui, ça effectivement, c'est un problème sur lequel il faut régler, oui. Voilà, depuis Sarkozy, ils nous disent CCM, machin, les associations, tel a fait ça, il faut qu'ils se mettent, sinon on va pas avancer. Merci en tout cas pour votre appel, Adil. À bientôt. Merci, au revoir, à bientôt. Merci de votre appel. 01 40 33 9000 évidemment pour donner votre avis sur ce sujet. Et je vois que vous avez beaucoup d'avis à nous faire partager. Anan, il est arrivé. Et les pains au chocolat ne sont pas là. Enver de Santos. Oui, bonjour. Bonjour. Les pains au chocolat seront là d'ici 10 minutes, Inch'Allah. D'accord. Il est 16h47. Tout à fait. L'émission commence à 16h. Bonjour à tous. Comment allez-vous ? Je ne vous apprends rien. Comment ça va, monsieur Enver ? Eh bien, tout d'abord, je tiens à m'excuser. Il n'y a plus de neige, hein ? Tu peux plus me servir ce prétexte. Non, tranquille. C'est un truc qui s'appelle Lab qui m'a eu. Ah oui, d'accord. Tranquille. Bon, ça arrive. Non, ça va. Comment ça va, mon Enver ? Bah écoute, franchement, ça va, à part ces désagréments de dernière minute, ces stagiaires qui font des choses étranges comme d'avoir des accidents, non, tranquille. Ah bah ça, c'est pas de leur faute en même temps. Si. Ah bon ? Oui. D'avoir un accident, c'est une faute. Ils ont décidé de me pourrir la vie. Ça va pas pour eux. Bon, rien de grave, j'espère. Non, franchement, ça va, tout va bien. Bon, alors là, on parle de la réorganisation de l'islam de France. En tout cas, ce qu'entrevoit de faire Emmanuel Macron. Dans une interview hier dans le JDD, il a commencé à parler effectivement de ce grand chantier qui s'annonce pour avant la fin de ce premier semestre 2018, où il entend proposer des choses pour réorganiser les instances. D'où la question du jour: est-ce que vous faites confiance au président Macron ? Pour l'heure, aussi bien sur Facebook que sur Twitter, ils sont en grande majorité à dire non. Et les auditeurs sont un petit peu partagés, mitigés. Tiens, on va prendre un nouvel appel avant la pub. Bonjour. Allô ? Oui, bonjour, quel est votre prénom ? Oui, c'est Hassan d'Épinay. Bonjour Hassan d'Épinay. Comment ça ? Vous allez bien ? Ça va très bien Hassan, on t'écoute. Alhamdulillah. Moi, comme disais, j'ai oublié le prénom de ta collègue. Hanan Zawani. Je trouve que c'est une forme on n'a pas réussi vraiment à gérer notre propre culte. Oui. C'est-à-dire que nos autorités n'ont pas été à la hauteur. Donc, on peut dire le CFCM ou même, on va dire, les autorités, entre guillemets, représentatives
Et ce qui me gêne aussi, c'est que il y a une forme d'ingérence de l'État lorsque on dit que bon, il faudrait ne pas faire les prêches en arabe. À ce qu'on va dans les synagogues demander aux gens de confession juive de pas faire on va dire leurs prières en hébreu. Je trouve que c'est une forme d'ingérence. Les prières, c'est autre chose. Les prières, on peut pas les changer. On peut pas les changer. Les Là, on parle du prêche. Même le prêche, je veux dire, c'est une forme d'ingérence de dire, vous devez le faire comme ci ou comme ça. Même, t'as parlé de Concorde tout à l'heure. C'est le fait de signer un traité entre... Dis-moi ton opérateur là qu'on s'abonne pas chez lui parce que là apparemment ça passe pas très bien à mon avis hein. Ah bah écoute, je suis sous un pont, c'est pour ça. Ah oui, tu nous fais le coup du pont. Bon. Je suis vraiment sous un pont. Il y a pas de problème, t'inquiète pas. Bon, en tout cas, on a bien compris ta manière de penser en tout cas pour le coup. Allô ? Oui, pardon. Non, c'est juste par rapport au Concordat également. Oui. Qu'est-ce qui va être dans ce traité ? Est-ce qu'on va dire par rapport vous allez monter sur le minbah, il faut le monter de ce sens-là, pas dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans ? Les gens vous n'allez pas vous asseoir comme ci, mais plutôt comme ça. Mais c'est quoi le Concordat déjà ? Parce que moi je comprends pas ce que c'est. À la base, c'est un traité que le Saint-Siège a fait avec dans l'Église. Avec l'État. Avec l'État. Et du coup, c'est ce qui existe en Alsace-Lorraine, par exemple. En Alsace-Lorraine, par exemple, c'est la seule région où la région finance les lieux de culte, en l'occurrence. D'accord. Voilà. Ok, c'est ça. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'il y aura dans ce concordat-là ? C'est ça aussi. Oui, c'est ce qu'il faut voir. En tout cas, je sais que Emmanuel Macron, pour le coup, entrevoit beaucoup de pistes. Maintenant, on sait pas trop où il veut aller. Il y a un début, en tout cas, de piste qui a été élaboré hier au travers de cette interview. J'ai envie de dire, affaire à suivre, on n'a pas encore suffisamment d'éléments, mais vraiment, est-ce que vous lui faites confiance sur le coup pour qu'il réforme en profondeur les instances ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Merci. C'est ça, parce que ça risque pas de dénaturer également l'islam, tu sais. Je ne sais pas. Après, il faudra voir évidemment. Et voilà. Ne t'inquiète pas, on sera là, les premiers à critiquer s'il y a des critiques à apporter. Merci en tout cas de ton appel. À très bientôt, Monsieur Edouard de Santos. Il est là, il s'est bien installé. Tout le monde est là. On est bien, on est prêt jusque 18h. Avec dans un instant, justement sur le même sujet, bien l'avis tranchant de Hanan Zawani à suivre. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous avec Hanan Zawani, avec Enver de Santos qui sont avec nous aujourd'hui en ce lundi jusque 18h sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus mesdames, mesdemoiselles, messieurs avec cette question du jour que l'on vous pose à propos de Emmanuel Macron, est-ce que vous lui faites confiance justement concernant la réforme de l'islam de France qu'il entend mener? C'est dans une interview au JDD hier qu'on a appris un petit peu une certaine piste qu'il a bien voulu dévoiler. Des consultations sont en cours. En tout cas, est-ce que vous lui faites confiance? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel et en nous appelant bien sûr au 01 40 33 9000. On va partir du côté justement et toujours en même rapport avec ce sujet du côté de l'avis tranché de Hanan Zawani. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Un avis tranché et tranchant sur le sujet, ma chère Hanan. Tout à fait. Alors à la question du jour, faites-vous confiance à Emmanuel Macron qui réfléchit à une réorganisation de l'islam? Je dis bien évidemment non. Et mon nom tient en deux noms. Gilles Kepel et Hakim El Karaoui, les deux qui susurrent à son oreille. Alors commençons par Gilles Kepel, islamologue. Je vous fais le rappel de ses positions car leurs conséquences politiques ne sont pas minces. Comme le rappelle Olivier Roy, autre islamologue, si on suit Kepel, tous les musulmans français forment potentiellement une 5e colonne de Daesh. C'est notre désaccord de fond. Pour prouver son point, il islamise tout ce qui vient des secondes générations de musulmans. Par exemple, il a déclaré que le Bondi Blog, le média en ligne créé en 2005 pour raconter la France de la diversité ethnique, était tenu par les frères musulmans. Ce qui est aberrant, je rejoins entièrement Olivier Roy. Alors, premier conseil, Monsieur le Président, si vous voulez que les concernés par cette réorganisation daignent vous prendre au sérieux, changez immédiatement de conseiller. Oui, comme le défend Olivier Roy, les attaques terroristes dont la France a fait l'objet trouvent aussi leur source dans une forme de révolte générationnelle liée à une radicalisation de la jeunesse dans les banlieues. C'est l'islamisation de la radicalité selon sa propre expression. Je me pose la question d'un choix
du choix d'un Gilles Kepel comparé à un Olivier Roy? Auriez-vous du mal à assumer une responsabilité de l'État qui, en mettant au banc de la société les banlieues françaises, a aussi contribué à créer des monstres schizophrènes, trouvant pour prétexte l'islam pour assouvir leur soif de vengeance? Passons maintenant à votre second conseiller, Hakim El Karaoui, directeur de l'Institut Montaigne et créateur du club du 21e siècle. Et là, ça va être vite plié. J'ai beaucoup de mal à accepter que mon président soit conseillé par une personne qui tenta de sauver la peau de Ben Ali en lui prodiguant quelques conseils intéressés les jours précédant son départ, alors même que le régime réprimait dans le sang les manifestations pacifiques de la révolution tunisienne. Ayant échoué, on le retrouve aujourd'hui à vos côtés. Alors, Monsieur le Président, vous annoncez que votre méthode, c'est d'avancer touche par touche. Je ne saurais que trop vous conseiller de mettre Kepel et El Karaoui sur la touche, de vous ouvrir au regard intérieur de ceux qui comprennent la France et les banlieues françaises parce qu'ils y sont nés et y ont vécu. Votre choix de prendre comme référence à votre réflexion un conseiller dictateur restera une tâche imperméable à laquelle nous ne pourrons adhérer. Pour le reste, et durant vos 6 mois de travail, gardez bien en tête qu'une réforme gagne sa légitimité auprès du peuple, et si le peuple concerné la désavoue, la réforme n'aura servi à rien. Merci beaucoup Anan. Vos appels 01 40 33 9000 pour nous dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Tiens, on accueille Adil. Bonjour Adil. Oui, bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs. Adil nous appelle d'où ? De Paris. De Paris. Alors, est-ce que notre ami Adil est d'accord ou pas d'accord avec Hanan Zawani pour son avis tranché, Adil? Alors, vous m'excuserez, j'ai pas tout entendu puisque au moment où elle était en train de parler, j'étais en train de me concentrer sur ce que j'allais dire. Ah. Et, en gros, ce que j'ai compris, c'est que elle se méfie en fait, elle n'était pas d'accord en fait avec ce que proposait Emmanuel Macron. C'est bien ça ou... Non, pas vraiment. C'est qu'elle se pose des questions concernant les personnes qui conseillent Emmanuel Macron sur le sujet. C'est que là, en fait, on a là, ce qui se passe, c'est qu'on a 2 conseillers. Comme le relais, le JDD, puis comme le met en avant aussi Emmanuel Macron, qui sont Gilles Kepel, qui est un islamologue qui a une position et une vision sur la radicalisation qui pour moi n'est pas pertinente, et on a un autre conseiller qui est brillant, on peut le dire, mais qui par contre a eu des appointances à un moment avec un dictateur, l'ancien dictateur Ben Ali. Donc je me pose la question d'un point de vue de l'éthique, qu'est-ce qu'un conseiller de dictateur fait aux côtés de Emmanuel Macron, et comment on peut nous lui apporter une légitimité, quoi. Ouais, je pense que je suis assez d'accord avec vous. Je pense que ça va devenir un peu schizophrène. Exactement. Parce que il y a une chose en fait que j'ai pas bien saisi, parce que on nous a toujours dit, en tout cas c'est ce qui prévaut dans la démocratie française, où il y a une séparation entre l'État et le fait religieux. Et aujourd'hui, moi j'ai l'impression que c'est une contradiction. On vient un petit peu, nous, en tout cas chez les musulmans, on vient leur dire, écoutez, on va s'occuper de l'islam puisque vous n'êtes pas en capacité de le faire. Moi, contrairement à ce qu'a dit votre précédent interlocuteur, où il disait que c'est un faux problème, moi, pour ma part, je pense que c'est le cœur du problème. C'est-à-dire que je vois pas pourquoi l'État veut s'ingérer entre guillemets sur le fait religieux, en tout cas dans les affaires de l'islam. Et puis il y a quelque chose aussi qui me dérange, c'est que on n'arrête pas d'entendre que oui, mais c'est à vous, la communauté musulmane, vous avez du mal à vous structurer, à vous organiser, etc. Mais aujourd'hui, je pense que la communauté musulmane, moi je vois qu'elle est structurée. Vous allez dans n'importe quelle ville, vous allez trouver en tout cas une mosquée, des écoles, des petites microstructures qui sont là, qui existent, qui font du travail de terrain. Peut-être qu'on n'entend pas assez parler, mais bon, après c'est parce qu'on leur donne pas forcément l'occasion de le faire. Mais je pense que voilà, il y a quand même quelque chose qui se crée au niveau de l'islam. Après, je pense que l'un des problèmes
qu'il y a, c'est qu'on entend souvent des gens dire mais oui mais toute la communauté, on n'est pas assez soudés, on n'est pas assez, on se serre pas assez les rangs, etc. Mais je pense que c'est tout simplement non, mais je pense qu'il y a un problème aussi de comment dirais-je de pouvoir, c'est une lutte de pouvoir en fait. Et tant qu'il y aura cette lutte de pouvoir, ça sera un petit peu compliqué pour les associations de fédérer, parce qu'il faut pas être dupe aussi, il y a de l'argent qui est en jeu. Et tant qu'il y a de l'argent qui est en jeu, vous savez, hein, c'est toujours le cœur du problème. Merci Adil, on a bien compris, voilà, merci beaucoup en tout cas, et bonne soirée. On n'a pas demandé l'avis d'Enver, Enver de Santos quand même. Alors sur l'avis tranché d'Anan, d'accord ou pas d'accord? Eh bien, je dirais c'est du 50-50. Ah, pourquoi? Pour la bonne et simple raison que je passerai déjà par la réponse à la question du jour. Effectivement, là encore c'est du 50-50. Je pense que non, le président n'est pas à même de pouvoir répondre à cette question, pour la bonne et simple raison qu'il y a la séparation de l'Église et de l'État, et qu'il ne doit pas ingérer dans les affaires donc du culte religieux. Et oui, parce que effectivement, malheureusement, il semblerait que s'il ne le fait pas, ça va, je pense, déclencher des conséquences assez fâcheuses, dans la mesure où il y a une sphère que tout le monde s'amuse à appeler fachosphère, qui commence à mettre la pression et qui commence à agir de telle sorte que justement les musulmans sont de plus en plus stigmatisés. Sur l'avis de Hanan, justement, là où je suis d'accord, c'est effectivement par rapport à Gilles Kepel, parce que je ne partage pas du tout justement le point de vue de Gilles Kepel, et je pense qu'il est très mal placé pour pouvoir analyser un fait religieux qu'il ne comprend pas du tout. Ensuite, par rapport à Hakim El Karoui, après c'est peut-être le fait d'avoir travaillé avec lui. Donc tu n'es pas objectif. Justement, c'est là où justement peut-être les gens diront que je ne suis pas objectif, mais ce que je veux dire, c'est que là où j'ai travaillé avec lui, c'est justement que il a posé les questions. Il est venu poser des questions justement. Et au partir du moment où il est venu poser les questions, savoir si effectivement il a été conseiller d'un dictateur ou pas, moi c'est très simple. Je travaille avec des politiciens depuis un moment, c'est de la géopolitique. À un moment donné, tout le monde savait que Ben Ali était un dictateur et qu'il faisait des trucs de fou, sauf que Sarkozy a travaillé avec lui, la plupart des chefs d'État travaillaient avec lui, on leur a pas reproché. Là, avec Hakim El Karoui, je vais pas lui dire que c'est bien ce qu'il a fait en tant que conseiller de Ben Ali à 3 jours de machin. J'ai même pas besoin de me prononcer dessus, c'est de la géopolitique et ça fonctionne comme ça, je vais pas être hypocrite, c'est comme ça que ça fonctionne. En revanche, là où moi je salue sa démarche, c'est que je trouve qu'il pose les bonnes questions, que l'analyse elle est pas forcément bonne à chaque fois, mais vraiment, par exemple, si on lit l'article sur Atlantico, je sais pas si tu as eu l'occasion de le lire ce matin, et je peux vous dire que je déteste Atlantico. Je suis tombé parce qu'un ami m'a tagué dessus, etc. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut se poser les questions. Et il se pose les questions. Je suis pas en train de dire que il est plus à même de le faire, mais c'est qu'il se pose des questions pendant que d'autres ne le font pas. Et les réponses qu'il apporte, à un moment donné, en tout cas, moi, je pense que les réponses qu'il essaye d'apporter, en tout cas, elles sont moins violentes que le tout un chacun qui essaye de placer du Chalgoumi ici, qui essaye de placer du Kepel ici, qui essaye de... Parce que pour moi, ce sont vraiment deux personnes différentes. Bien qu'étant dans la même sphère, on va pas se mentir, ils sont dans la même sphère, justement, Institut Montaigne, etc. C'est le même réseau, mais la réalité, c'est que pour moi, l'analyse, elle est complètement différente. Et honnêtement, en ayant lu le rapport, et j'invite les gens à appeler qui ont lu le rapport, justement, son premier rapport sur la question de l'islam, il répond à certaines questions. Parce que oui, on est désordonné chez les musulmans. Oui, on se bat tous pour le pouvoir. Alors, il faut arrêter de dire qu'on est désordonné. Mais justement, attends, je vais venir. Mais le problème, c'est que qu'on soit désordonné ou pas, toutes les communautés religieuses le sont. Sauf qu'on n'intervient pas dans les communautés religieuses pour leur dire vas-y, alors vous chez les juifs, il y a ceux qui sont pro-sionistes, ceux qui sont pro-Israël, ceux qui sont pas pro-Israël, ceux qui sont pas pro-sionistes. On n'intervient pas. Et c'est pareil chez les catholiques, etc. Moi, je pense qu'à un moment donné, ceux qui doivent se poser les questions, c'est la communauté musulmane elle-même qui doit se remettre en question. Et c'est pas une histoire d'islam de France ou pas, c'est une histoire d'islam. Bon, Hanan.
Ouais, juste pour reprendre, donc oui, il est extrêmement choquant qu'aujourd'hui un conseiller qui s'est entré auprès du président de la République ait été un conseiller d'un ancien dictateur, géopolitique ou pas. J'assume pleinement ma décision, j'assume pleinement mon avis. Concernant Hakim El Karaoui, donc comme tu l'as précisé et à juste titre, ils évoluent au sein des mêmes sphères. Donc il est créateur effectivement du club du 21e siècle, qui compte tout un tas de politiques, dont Rachida Dati, Fleur Pellerin, etc. Donc si tu veux, tout ce beau monde-là évolue au sein des mêmes sphères, et que aujourd'hui le souci qu'il y a et qui va se reposer à nouveau, c'est que si on est organisé au niveau de la communauté française, si on a des véritables penseurs, et que ce que prône, en tout cas les conseils que donne Hakim El Karaoui à Emmanuel Macron sur le financement du halal et d'autres conseils, moi personnellement je les ai lus ailleurs, je les ai lus chez Asdine Gassi. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on... de la mosquée de Villeurbanne. Voilà, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on fait pas appel à ces véritables acteurs qui sont ancrés sur le territoire français, qui sont nés en France et qui n'ont pas grandi dans la haute diplomatie, voilà, qui ont les paramètres en fait, qui comprennent qui nous sommes et ce dont on a besoin. Pourquoi est-ce qu'on fait pas appel à eux? Bah justement, c'est bien là où en fait, c'est pour ça que moi quand je donne mon avis sur Hakim El Karaoui, c'est parce que justement, c'est ce qui s'est passé, c'est que moi, je lui ai présenté moi-même et je m'engage aujourd'hui, je le dis. J'ai présenté à Hakim El Karaoui justement des gens de la communauté qui ne sont pas avec une cuillère d'argent dans la bouche, etc., ni rien du tout. Des gens de la communauté qui agissent au sein de la communauté. Après, je suis pas en train de faire un jugement sur ce que fait Hakim El Karaoui. Oui. Loin de là. Ce que j'essaie simplement de dire, c'est que par exemple, moi, je connais d'autres personnes, par exemple comme Rachid Benzine, comme d'autres personnes. Je sais pas. Il y en a plein. Il y en a plein. La réalité, c'est que malheureusement aujourd'hui, moi, en tout cas, c'est ce que je pense sincèrement, après avoir présenté donc des gens à Hakim El Karaoui, c'est que les personnes qu'il faudrait, on ne les écoute pas. On les écoute pas. Ces personnes-là, on les écoute pas, elles ont pas la parole. On va prendre l'avis de Karim, si vous permettez. Karim qui nous appelle de Paris. Bonjour Karim. Oui, bonjour monsieur. Bonjour Karim, soyez le bienvenu. Votre avis? Moi, je suis un petit jeune de la banlieue parisienne. Et il se trouve que je suis tombé un petit peu par hasard sur votre émission, et la question qui est posée m'intéresse. D'un côté, je ne sais pas quelles sont les intentions de Monsieur le Président, Monsieur Macron, mais je pense que ces intentions ne sont pas assez différentes des intentions qu'avait Monsieur Sarkozy lorsqu'il était président de la République, où il était véritablement engagé sur cette question-là des musulmans et surtout de l'identité française. Et moi, je trouve marrant qu'on en parle encore de ces questions-là, comme si Monsieur Sarkozy ou encore son collègue Monsieur Macron ont des bonnes intentions envers la communauté musulmane qui vit en France. Je dis ça pourquoi? Parce que les musulmans, ils sont en France depuis 3-4 générations. Et malheureusement, ceux qu'on montre à la télé autant que représentants de la communauté musulmane, qui pour moi, qui est parfaitement intégrée, parce qu'on en voit aujourd'hui des musulmans dans toutes les fonctions, je dirais, dans toutes les fonctions, je dirais stratégiques. Enfin, ils sont bien intégrés, à part la petite question des jeunes de la banlieue qu'on a un petit peu laissé de côté pour d'autres raisons, mais en tout cas c'est juste pour dire que les représentants, enfin les personnes qui parlent au nom des musulmans, c'est intelligent pour les musulmans justement. On a des gens comme Chalgoumi contre qui j'en ai rien, mais c'est véritablement une personne qui ne maîtrise pas, et peut pas. On a bien compris. En tout cas, c'est un problème de représentativité en fait.
exactement, ou encore à une personne comme Monsieur Tariq Ramadan, qui encore une fois, j'en ai rien contre lui, mais Tariq Ramadan, c'est un Suisse, et il n'est pas français, et le problème c'est qu'il parle au nom des musulmans français en France. Je pense ça, je trouve ça terrible. Je pense qu'il y a des personnes en France, des personnes musulmanes, je veux dire, qui sont capables, qui ont le niveau qu'il faut pour parler au nom des musulmans et représenter réellement la communauté musulmane en France. Merci Karim. On a bien compris en tout cas le point que vous soulevez, qui est très intéressant et somme toute à chaque fois on revient sur le tapis, mais c'est peut-être un travail dont on va avoir des réponses bientôt. En tout cas, merci beaucoup Karim pour votre appel. En tout cas, vous pouvez continuer de répondre à cette question. Tiens, on peut juste regarder, voir si ça a bougé un petit peu sur Facebook, sur Twitter, ma chère Anan. Alors on était à 75%. 75% sur Facebook et sur Twitter, je te dis ça tout de suite. France Maghreb 2 pour voter sur Facebook et sur Twitter, LGF officiel. Bien sûr, pour nous répondre oui ou non, vous faites confiance à Emmanuel Macron sur sa volonté, en tout cas, de réformer en profondeur les instances, tout ce qui concerne l'islam. Il a annoncé donc effectivement qu'il rendrait les résultats de son travail, de ses consultations à la fin de ce premier semestre 2018. Donc sur Twitter, est-ce que ça a bougé? On était tout à l'heure, il me semble, de mémoire à 78%. 77%. Ah. C'est un petit peu baissé. Bon, c'est léger. En tout cas, vous continuez de voter. Twitter, LGF officiel, France Maghreb 2 sur Facebook. Dans un instant, on va peut-être changer un peu de sujet, mon cher Enver, avec ton avis tranché. Avec ça plaisir. Sera quoi? Eh bien, ce sera tout simplement la création de l'ennemi intérieur. La création de l'ennemi intérieur. Effectivement. Est-ce que tu peux nous orienter un peu sur une piste, histoire qu'on comprenne un peu de quoi tu veux parler? Eh bien, on va pas exactement changer de sujet. On va même aller en profondeur. Ah oui. L'analyse, effectivement, de tout simplement l'origine de cette communication et de cette création de cet ennemi intérieur qu'on va appeler l'islam. Ah, il y a du niveau, messieurs, dames. C'est le LGF, Enver de Santos, Anan Zamwani. À suivre aussi un nouveau rendez-vous, ça s'appelle Déradicalisons les médias, DLM. On en a marre de ces faiseurs de haine. On en a marre de ces gens que l'on entend en longueur de médias déverser leur haine, leur manque de connaissances, leur racisme, on peut le dire, relayer pour certains la fachosphère, et ils en font des débats. Du coup, on a décidé de tourner ça en dérision. Ça s'appelle Déradicalisons les médias. On vous en reparle dans un instant. Ne loupez pas, c'est la première. Donc voilà, comme chaque première, il y a toujours des petites choses à régler. Donc voilà, c'est dans un instant. On parlera aussi de Donald Trump. Alors Donald Trump qui joue au un coup il dit que les Palestiniens veulent pas la paix, un coup les Israéliens, enfin on a du mal à comprendre. On parlera aussi de ce sondage concernant, c'est intéressant de voir que la tendance s'est un peu inversée par rapport à 2016. Est-ce que l'islam est compatible avec les valeurs de la France? Eh bien, pour la majorité des Français, selon un dernier sondage, la réponse est oui, alors que c'était non il y a encore 2 ans. Et puis on parlera de Tariq Ramadan avec quelques infos. Ça pourrait être pour cette semaine en tout cas, puisque la Cour de Paris va évaluer sa demande de mise en liberté qu'a fait part, donc a demandé Tariq Ramadan, qui est, je vous le rappelle, incarcéré à Fleury-Mérogis. À tout de suite sur France Maghreb 2 pour la suite du LGF. LGF, le grand forum. Merci d'être avec nous, avec Anan Zamwani et avec Enver de Santos qui sont avec nous évidemment en direct jusque 18h. Soyez les bienvenus, messieurs dames, avec vos appels au 01 40 33 9000 pour nous appeler, bien sûr, dans un instant. Mais pour l'heure, on va passer au deuxième avis tranché de l'après-midi avec Enver de Santos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors piétinez-moi, allez-y! Enver, le titre est assez flou, du coup on a hâte d'écouter ce que ça donne. Alors effectivement, la création de l'ennemi intérieur. Pourquoi la création de l'ennemi intérieur? Pour la bonne et simple raison que depuis plusieurs semaines, on assiste à, je dirais, un procès en bonne et due forme d'une victime non coupable, ou plutôt d'un assassin non coupable, qui devient par ailleurs victime. Cet assassin non coupable, c'est justement la religion musulmane. La religion musulmane, que certains appelleront l'islam de France, est devenue l'ennemi. Comment? Eh bien, à force de tout simplement taper là où ça faisait mal, c'est-à-dire partout. Partout. Pourquoi? Pour pouvoir l'abaisser, ou pour pouvoir tout simplement la diminuer, pour pouvoir faire en sorte qu'elle disparaisse du paysage français. Je vais vous donner un exemple très simple. On va prendre le cas de l'affaire qui a secoué donc les médias depuis bien longtemps. Eh bien,
l'affaire Ménel. L'affaire Ménel, certains vont dire qu'elle a débuté parce que, voilà, la fachosphère a fait ci, la fachosphère a fait ça, ou tel groupe sioniste a fait ci ou a fait ça. La réalité, c'est que Ménel, Ibtissem, a participé à une émission qui s'appelle The Voice et qui fonctionne sur le principe de la surprise. La surprise est laquelle? Eh bien, les jurys n'entendent pas et ne voient plutôt, entendent et ne voient pas justement le candidat. Ils ne voient pas le candidat et ce candidat, eh bien, lorsqu'on le voit, on est ébahi. Pourquoi? Parce qu'il y a une voix magnifique qui est collée à une image. Cette image, c'est quoi? Eh bien, ici, l'image, c'est le voile, qu'on essaye d'appeler turban, etc. Appelons un chat. Ici, c'est un voile. La jeune fille, donc, est de religion musulmane. Elle l'a dit après. Elle porte un turban. Et les gens préfèrent l'appeler turban pour pas choquer, mais un voile est un voile. Hijab, djilbab, c'est un voile. La réalité, c'est que justement, à partir du moment où on a vu qu'elle portait ça sur la tête, elle est devenue l'ennemi. L'ennemi parce qu'elle est représentative, donc, de quelque chose qui est censé disparaître. C'est quelque chose qu'on n'est pas censé voir. Comme à une certaine époque, eh bien, on n'était pas censé voir la kippa. Comme à une époque, on n'était pas censé voir que, justement, certains s'adonnaient à telle ou telle religion. Le problème, c'est que nous sommes au 21e siècle. Et cet ennemi intérieur, malheureusement pour vous, c'est là où il va falloir faire très attention. Car si vous pensez que par ennemi intérieur, je vais dire quelqu'un qui déteste la France, non, votre ennemi intérieur aime la France. Parce que justement, ce citoyen, et je dis bien ce citoyen français, est français. Et sa religion le concerne, elle lui appartient, et ce français commence à s'interroger, à s'informer, mais surtout à être prêt à se défendre. Donc, cet ennemi intérieur, il est parmi vous et il semblerait qu'il est éduqué. Et comme il est éduqué, il va répondre de toutes ses forces à toute attaque. Merci Enver dos Santos pour cet avis tranché. Eh bien, vous pouvez nous donner votre avis. Vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Enver dos Santos? 01 40 33 9000. On va peut-être demander l'avis d'Anan sur le coup concernant cet avis tranché qu'elle a écouté attentivement, j'en suis sûr. Et alors juste petite précision, un voile est un voile, femme voilée. Moi, j'ai du mal encore avec ce terme-là. Utilisons le terme foulard Enver, voilà. Concernant l'avis tranché, bah oui, tout à fait d'accord avec toi, Christophe. Aujourd'hui, pour en revenir à Ménel, elle a subi un acharnement médiatique et politique. Exactement. On a pris pour exemple, on va dire, le fait d'un tweet dit complotiste, mais derrière les discours qu'on a entendus et ceux qui ont amené débat, voire dispute sur les plateaux, c'est bien la question du foulard, du voile, comme ils disent, signe d'oppression. Donc voilà, juste mon petit message. Et donc par découlement de la religion. Et le problème, c'est que c'est qu'on l'appelle foulard, voile. Moi, je peux lui donner tous les noms que vous voulez, mais c'est vraiment la réalité, c'est que on est en train de stigmatiser une population française qui n'a rien demandé à part pratiquer sa religion. Comme je l'avais dit dans un précédent avis tranché, les personnes qui sont justement menacées, qu'on force justement à pratiquer une religion sans leur autorisation, il y a des lois pour les protéger. Et il y a des personnes au sein justement des administrations, mais également au sein des endroits où elles vivent, qui peuvent repérer ces personnes qui sont en danger. Alors, moi je veux bien qu'à un moment donné, on dise que, l'islam soit totalitaire, etc. Mais sur quoi se fonde-t-on? La plupart des gens qui viennent, comme Rioufol, sont sur une méconnaissance totale de cette religion. Nous accueillons Majid avant le DLM, avant le déradicalisons les médias. Majid, bonsoir. Oui, bonsoir. Majid du 77. Je vois que vous parlez de Ménel. Moi, j'ai appelé, j'écoutais pas la radio, j'ai appelé comme ça parce que je suis un peu en colère. Je veux partager avec vous une information. Oui. Comme quoi la politique française envers le conflit syrien n'a pas changé, même s'il y a eu changement de gouvernement, changement de parti, parce que demain le 13 février, l'Assemblée nationale va recevoir les casques blanches à l'Assemblée nationale. Les quatre quoi? Invité par Monsieur Philippe Chalumeau, qui porte bien son nom. Vous savez tous qui sont les casques blanches. Les casques blancs, d'accord, les casques blancs. Les casques blancs, les casques blancs. D'accord. Oui. Non, parce qu'on n'avait pas bien compris.
c'est un peu la protection civile d'Al-Qaïda à Idlib, quoi. Ils sont tout le temps glorifiés par les chefs d'Al-Qaïda, honorés, ils reçoivent des prix d'Al-Qaïda. Et là, ils sont reçus en France, dans l'Assemblée nationale. C'est même pas l'Élysée, c'est même pas Matignon, c'est les représentants du peuple, quoi. D'accord. Et moi, je trouve ça scandaleux. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah écoutez, on va se renseigner pour le coup, et puis on n'y manquera pas d'y revenir. Restez avec nous et n'hésitez pas à nous rappeler, mon cher Majid. Merci en tout cas de nous avoir signalé cette info. Bon, si on rigolait un petit peu. Rigolons. Parce que il y en a un peu marre de tout ça quand même, de tous ces faiseurs de haine, de toutes ces émissions qui nous empoisonnent un petit peu notre quotidien. Du coup, on a décidé, de voir les choses d'une autre manière, plutôt que de se faire passer sans cesse pour des victimes. On va maintenant tourner ça en dérision et on va remettre des prix. Amis auditeurs, auditrices, vous allez participer. Attention, écoutez bien, c'est l'heure de Déradicalisons les médias DLM. Ce qui est terrible, c'est la connerie des journalistes. Déradicalisons les médias. Vous écrivez, vous dites n'importe quoi. Essayez de travailler avec vos mains et votre tête. Déradicalisons donc les médias. On va essayer. Moi, j'aime beaucoup le jingle. Ah ouais? Ah, il est top. Bon. J'aime beaucoup. C'est bien flippant. Ouais, mais en même temps, c'est fait pour. Il est angoissant, c'est. Alors, messieurs, dames, c'est parti pour Déradicalisons les médias. Alors, on va vous expliquer. Chaque jour, on va essayer de repérer une phrase, un moment de télévision, et on va essayer de les opposer. Et vous allez pouvoir choisir lequel des deux extraits que l'on va passer aujourd'hui. Il faut absolument s'occuper. Le cas est grave. Il faut peut-être le mettre en quarantaine pour 24 heures, lui prescrire une ordonnance assez corsée pour essayer peut-être de le soigner. Allons savoir. Alors aujourd'hui, en compétition, sont nommés d'abord dans le DLL Monsieur Julien Drey. Pourquoi? Bien pas pour ça, écoutez. Est-ce que, selon vous, on peut être voilé et féministe? Non. Pourquoi? Parce que le voile, c'est pas un signe religieux, c'est un signe d'oppression. Et vous pouvez l'habiller comme vous voulez, vous pouvez l'emballer comme vous voulez, c'est d'abord et avant tout un signe d'oppression, puisque la conception du voile, c'est de protéger les femmes du regard des hommes, considérant d'ailleurs que les hommes sont des prédateurs. Donc ce n'est pas vrai. Alors après, ils peuvent emballer ça, mais moi j'aurais pu vous donner d'autres photos de femmes défigurées parce qu'on leur a jeté de l'acide, parce qu'elles n'avaient pas voulu porter le voile, notamment en Iran ou en Arabie Saoudite. Je vous montre des modèles en Europe, parce que justement, il y a un vrai activisme pour offrir une image... Oui, mais parce qu'il y a un activisme aujourd'hui d'un islamisme radical qui prend toutes les formes possibles, imaginables, pour nous vendre sa salade. Bon, on n'est pas obligé de tomber dedans. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que donc, du coup, vous estimez que les femmes qui portent le voile n'ont pas de libre arbitre. C'est ça. Mais elles ont peut-être des libres arbitres. Vous savez, il y a des tas de gens c'est ce qu'on appelle l'oppression, qui n'ont pas conscience de la réalité dans laquelle elles sont. Mais la réalité du port du voile, je m'excuse, reste toujours la même du point de vue de sa signification. Et alors, après, on peut l'habiller comme on veut. Moi, je respecte les individus, je comprends des fois des problèmes. Quand j'étais député de l'Essonne, j'avais plein de jeunes filles de cité qui me disaient, je le porte, tu sais pourquoi? Pour avoir la paix. Julien Drey pour ce premier extrait. Très beau candidat, très beau candidat. Beau candidat. Oui, très beau candidat. Alors, opposé à un animateur d'une émission sur CNews, Monsieur Pascal Praud. Ça s'est passé vendredi matin lorsqu'un des chroniqueurs intervenant dans cette émission, parlant de l'affaire Ménel, soulève un petit parallèle avec Amir. Et écoutez de quelle manière Pascal Praud a coupé tout simplement l'intervenant. Pascal Praud, attention, nominé face à Julien Drey, qui va gagner? Attention, réponse dans un instant, Pascal Praud. Bélir Nabli. Oui, non, simplement pour dire que le fait de porter un voile, a priori, n'est pas un signe politique et relève d'une liberté individuelle. Et si on devait écouter notre cher journaliste du Figaro,
finalement, on pourrait interdire une liberté. Autrement dit, sa position est liberticide. Elle est même contraire à l'état de droit, puisque finalement, la jeune demoiselle avait bien le droit et la liberté de porter ce voile. Aussi à cause de quelqu'un qui l'avait gagné et qui avait, je crois qu'il s'appelle Amir, et qui précédemment a fait son service militaire dans l'armée israélienne, qui n'est pas n'importe quelle armée, qui se dit armée la plus morale du monde, mais qui, de fait, juridiquement, une armée d'occupation militaire. Là, c'est de la politique. Ah non, justement, c'est de la politique. On parle de politique ou pas? Et voilà. Alors, donc on a un ancien soldat Amir, alors. On a un ancien soldat d'une armée d'occupation militaire. Mais les gens savent même pas de quoi vous parlez. Mais non. Mais si vous connaissez Ménel, vous connaissez Amir, je vous suis. Et qui, donc, a exercé dans une armée d'occupation militaire qui poursuit pour des affaires internationales. On va parler des tuches. Personne n'en parle médiatiquement. C'est bien ça le problème. Et c'est à cause de cela. C'est pas un complotiste, je vous parle. Mais non, mais Pascal Praud qui est affronté donc aujourd'hui à Julien Drey. Vous avez écouté les extraits, maintenant c'est à vous de voter. Alors, pour qui il faut absolument une ordonnance là d'urgence, Enver? Écoute, moi sincèrement, je pense que l'ordonnance... Ça veut dire qu'il revient demain, hein. Attention. Je pense que l'ordonnance, il faudrait l'attribuer à monsieur Julien Drey. Julien Drey pour toi? Et oui, parce que je pense que Sœur Emmanuelle Lavoilée doit avoir de connexions incroyables avec l'oppression. Elle devait être incroyablement oppressée pour avoir porté son voile pendant toute sa vie. Donc je pense que Julien Drey doit avoir une ordonnance, oui. Anan, pour qui on délivre une ordonnance d'urgence et une quarantaine de 24 heures? Alors une quarantaine de 24 heures, moi pour Julien Drey aussi. Voilà, donc je vais un petit peu intellectualiser ma réflexion. Il s'agit là quand même d'un député PS qui prend la parole devant des millions de Français et qui pousse en réalité et qui appelle à la stigmatisation des femmes qui portent le foulard. Donc carton rouge. Donc Julien Drey porte les deux. 01 40 33 9000. Vous avez une petite minute à peine pour nous dire pour qui il faut absolument prescrire une ordonnance d'urgence. Et puis je rajoutais un argument justement par rapport à cette schizophrénie d'ordonnance, et c'est pour ça que je la doublerai cette ordonnance. Le mec est schizophrène parce qu'il a quand même fait partie de Touche pas à mon pote pendant très très longtemps. Touche pas à mon pote qui est censé être à l'origine, et avec SOS Racisme et tous ces groupes justement défenseurs des libertés, donc de ces jeunes femmes qui portent le voile et qui veulent pratiquer leur religion et autres, etc. Donc je pense qu'on est au-delà de la schizophrénie, et donc je pense que Julien Drey est un très bon candidat pour cette ordonnance. En tout cas, mesdames, messieurs, on a mis tout en œuvre pour essayer de soigner tout cela, pour essayer de retrouver de la paix. De la paix, messieurs, dames, on en veut de la paix, du bon vivre ensemble. Redouane, Julien Drey ou Pascal Praud? Moi, je vote pour Pascal Praud, en fait. Moi, j'aimerais bien que tu me mettes sous tranquillisant tout le plateau de Pascal Praud avec une injection de Valium spéciale pour Yvan Rioufol. Pas Clément Viktorovitch, quand même. Qu'on l'endorme 72 heures, lui, pour le coup. Bon, d'accord, c'est noté. C'est noté. Alors, oui, Redouane. Je n'avais pas prévu d'appeler, mais je voulais juste passer un petit coup de fil, coup de gueule, revenir donc sur la fin de la vie tranchée de notre ami Enver. Ouais. Enver, tu as bien dit, sur quoi se base-t-il pour dire que c'est une idéologie totalitaire? Tout à fait. Bah, moi, j'ai envie de te dire, il se base sur un rapport qui est sorti en septembre 2016, qui est un rapport qui a été publié par un certain Institut Montaigne. C'est un torchon de 133 pages. Des amis m'en ont parlé, ils m'ont dit mais si tu vas voir, c'est une étude poussée, etc. Donc j'ai découvert Hakim El Karoui que je ne connaissais pas, j'ai découvert un agrégé de géographie, quelqu'un d'extrêmement brillant. Parce que justement, avec les gens très brillants, on est plus exigeant, et là franchement c'est un torchon. Il y a un excellent article, pour ceux qui veulent en savoir plus, rédigé par un rédacteur du Club de Mediapart, qui s'appelle Les musulmans imaginaires de l'Institut Montaigne, où tout est détaillé. Toutes les faiblesses méthodologiques, les biais idéologiques, puisque le sondage et les questions qui ont été proposées au panel des individus ont été complètement tronquées. Et par exemple, quelque chose qui est complètement aberrant pour quelqu'un qui est censé avoir une formation en démographie, c'est d'avoir pu poser des questions sur, par exemple, sur la pratique religieuse. On voulait savoir quel était le degré de religiosité des gens, et plutôt que de poser des questions sur combien de fois ils font la prière, est-ce qu'ils vont à la mosquée, est-ce qu'ils font le ramadan, les questions c'est est-ce que vous considérez que les enfants devraient avoir la possibilité de manger halal à l'école, est-ce que vous considérez qu'il est normal que la polygamie soit interdite en France,
est-ce que vous êtes personnellement favorable au port du voile? C'est avec ces questions-là qu'on a déterminé le degré de religiosité des gens. Et justement, on a mis en face, on a extériorisé quelque chose qui est finalement de l'ordre de m'apparent intérieur et qui n'est pas très important pour exprimer la foi. Et ça donne quoi comme résultat? Ça donne Yvan Rioufol la semaine dernière sur CNews qui dit publiquement 50% des jeunes de banlieue pourraient potentiellement adhérer aux théories de Daesh. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de l'Institut Montaigne. Et en face, Pascal Praud qui dit ah oui, totalement. Merci Redouane. Merci Redouane. Alors donc je trouve que c'est un point vraiment bien apporté et merci Redouane. Et là où je précise, c'est qu'Yvan Rioufol n'a définitivement pas eu besoin de ce rapport pour avoir les propos qu'il a eu. Et ça, je peux te le garantir. Alors, qui va revenir face à Julien Drey ou Pascal Praud, parce qu'on ne sait pas qui a été désigné vainqueur aujourd'hui, à qui on va adresser une ordonnance? Eh bien, c'est monsieur Julien Drey qui reviendra demain, et je peux même vous annoncer qu'il sera face à Yvan Rioufol. Alors là, demain, ça va être très dur. Ça va être dur. Ça va être très dur. Yvan Rioufol face à Pascal Praud demain, face à Julien Drey, pardon. Voilà, c'était donc le déradicalisation les médias, et chaque jour on va essayer de délivrer une ordonnance parce que messieurs dames, on a envie que d'une chose, la paix. Que l'on retrouve la paix, la sérénité et le vivre ensemble. Parce que nous, c'est ce que nous aspirons et c'est notre combat au quotidien pour retrouver la paix. Alors, rendez-vous demain, évidemment, pour le DLM, déradicalisons les médias. Merci, docteur. Merci à vous, docteur, au pluriel. Et doctoresse aussi. Alors, je voulais vous parler de Donald Trump, le président américain, qui a affirmé dans une interview ce dimanche, un quotidien israélien, ne pas être sûr que Israël veuille conclure un accord de paix avec les Palestiniens. Donald Trump, vous vous en souvenez, avait dans le passé, à plusieurs reprises, avait dénoncé le manque de volonté des Palestiniens, donc de négocier sans critiquer Israël. S'exprimant dans le quotidien gratuit Israelium, Donald Trump a précisé que les relations israélo-américaines étaient très bonnes, mais qu'un accord de paix avec les Palestiniens les rendrait encore meilleurs. Pour le moment, je dis que les Palestiniens ne cherchent pas à faire la paix. Je suis pas non plus sûr, dit-il, qu'Israël cherche à faire la paix, affirmait donc le président Donald Trump au quotidien de droite, quotidien israélien. Il a également exprimé ses inquiétudes sur l'expansion des colonies israéliennes, bien que l'administration américaine soit beaucoup moins critique sur la colonisation, celle qui dirige, que celle de son prédécesseur, par exemple Barack Obama. Implantation civile israélienne dans les territoires israéliens qu'occupe donc Israël. Les colonies sont considérées, je rappelle, comme illégales par l'ONU. Ce serait très bête de ne pas parvenir à un accord, dit-il. L'ambassadeur américain en Israël, David Friedman, proche de Donald Trump, a financé dans le passé justement des colonies israéliennes, des colonies qui compliquent beaucoup la situation et qui ont rendu difficile toute discussion sur la paix. Donc je pense que Israël doit être très prudent sur les colonies, a dit Donald Trump. Dès le début de sa présidence, donc Trump avait annoncé il y en a un qui il défonce la porte là, il faut aller tout de suite le calmer direct, sinon ça va donc un accord final qui résoudrait ce conflit, en l'occurrence vieux de plusieurs décennies. En tout cas, on se demande si la tenue de négociation est envisageable pour ce retour de yo-yo, ce joueur de yo-yo qu'est Donald Trump. Est-ce qu'on y comprend quelque chose entre le fait d'un coup de féliciter un petit peu les Israéliens, d'en mettre une couche de critique concernant les Palestiniens? On comprend plus grand-chose à la politique de Donald Trump, Anan, hein? Tout à fait, mais en même temps, il est toujours dans la même position, assez provocateur. Concernant, il met par contre lors de cette interview en avant le fait des complications dues à l'expansion des colonies. Donc, effectivement, on peut dire que Israël ne veut pas la paix et ne fait rien pour, étant donné qu'il y a à peine encore quelques jours, on apprenait une extension de nouvelles colonies. On a Monsieur Mami qui est arrivé, donc peut-être qu'il pourra nous en dire plus là-dessus. Oui, on n'aura peut-être pas forcément le temps. Ah, c'est lui qui défonce la porte, c'est Monsieur Tarek Mami, d'accord. Très bien.
C'est bon à savoir. Voilà. Ah d'accord. Ok, c'est tout le monde. Très bien. Alors en tout cas, il dit, je ne sais pas si on va avoir même des pourparlers de paix. Je pense qu'il serait très bête pour les Palestiniens comme pour les Israéliens de ne pas y parvenir à un accord, a-t-il affirmé, ajoutant qu'il s'agit d'une opportunité unique qui ne se représentera pas de sitôt, dit-il. Donc le président américain, qui vous le savez, avait ravivé la querelle donc sur Jérusalem le 6 décembre en annonçait donc la ville comme étant la capitale d'Israël, vous en souvenez, le 6 décembre dernier, avec la position de la majorité de l'ONU qui considère, dit-il, que le statut final de la ville doit être établi lors de négociations pour les Palestiniens. Cette décision a achevé de discréditer les États-Unis dans le rôle de médiateur d'efforts de paix, et leur président Abbas a gelé tous les contacts, on s'en souvient évidemment. Enver, ta position là-dessus? On a Monsieur Mabi qui est là. Monsieur Mabi, le défenseur de porte. Oui, exact, faut bien. Non mais c'est bien, vous défoncez votre propre radio, c'est bien, hein, écoutez. Bonjour déjà Monsieur Mabi. Bonjour, comme dit l'autre, c'est moi qui casque, c'est moi qui repars. Voilà, c'est ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Juste de passage pour vous saluer. Et puis Trump, j'allais dire, il faudrait que quelqu'un écrive. C'est quoi, il joue yo-yo ou quoi là? Non, c'est plus simple que ça. Il faudrait que quelqu'un se dévoue pour écrire 3 lignes à mettre dans une espèce de pochette, et chaque fois qu'il y a un nouveau président qui arrive quelque part dans le monde, on lui donne ça comme code secret de la bombe nucléaire, et sur laquelle c'est marqué, chaque fois que vous donnez quelque chose à Israël et aux Israéliens, ils prennent ça pour acquis et ils demandent encore plus. Et donc vous tombez dans le piège. Donc avant de donner, assurez-vous que ce que vous donnez est bon. Donc voilà, tout simplement. Très bien. Un petit mot rapide sur ce sondage qui est paru hier. Avec l'islam, est-il compatible avec les valeurs emblématiques de la société française? Pour 56% des Français, la réponse est oui. Par rapport à 2016, la tendance semble donc s'inverser. C'est un sondage IFOP donc qui a été fait pour le journal du dimanche. 43% seulement de la population française juge cette religion incompatible avec les valeurs de la République, et 1% ne se prononce pas. Voilà, donc on sent qu'une tendance est changé. Comment expliquez-vous ce changement? Je vais vous dire que vous avez déjà tout faux dans votre question. C'est quoi la question? Non, c'est pas moi qui la pose la question. Non, c'est le sondage. Non, mais vous répétez. C'est quoi la question? Est-ce que l'islam est compatible avec les valeurs de la société? Incompatible. La question qui a été posée aux gens, est-ce que pour vous l'islam est incompatible? Oui. C'est-à-dire qu'on les a dirigés pour qu'ils disent non. Ouais. Et malgré cela, ils disent oui. Malgré cela, ils disent oui. Absolument. Donc, je dis bravo à la France. Ça veut dire que la France, dans ce sondage-là, vient d'envoyer le message que la majorité n'est pas islamophobe. C'est rassurant. C'est plus que rassurant, c'est même surprenant. Ouais. C'est-à-dire que vous dites, je vous présente ce chien qui paraît méchant, et le mec qui te dit non, il est pas méchant. La comparaison n'a rien à voir, hein, mais c'est juste l'exemple. Ce que je l'appelle ça, il bouge pas. Donc on leur dit, messieurs, on vous indique que l'islam n'est pas compatible. On vous l'indique. Qu'est-ce que vous en pensez? La question est-ce que l'islam est-il compatible? Est incompatible, Christophe, pour la 3e fois. La question sur le sondage, c'est est-ce que l'islam est incompatible avec les valeurs de la France? Selon vous, l'islam est-il incompatible? Personnellement, moi je partirais d'un principe assez simple, c'est que quelle que soit la question, le sondage pour moi est biaisé à la base. Le sondage est biaisé parce que à un moment donné, comme dit Monsieur Mami, on guide la personne vers une réponse. Quoi qu'il arrive, on guide toujours. Alors que ce soit l'ancienne réponse ou la réponse actuelle, pour moi, il est biaisé. La réalité, c'est qu'on est en train de créer justement cet ennemi intérieur, parce qu'il faut, de la même manière qu'en 98, quand il y a eu France 98, il fallait un ami intérieur, il fallait que tout le monde soit réuni autour de quelque chose. Ça a été la Coupe du Monde. Et là, il faut réunir, la France, ou en tout cas le pouvoir autour de quelque chose. Et il semblerait que ce soit avoir un ennemi qui est la religion musulmane. En tout cas, pour moi, si vous permettez, aujourd'hui, les Français démontrent d'une manière importante, 56 c'est pas 60, c'est pas l'élection de Macron, et c'est pas 70 l'élection de M. Chirac, mais ils démontrent que malgré le matraquage que toute la population française subit depuis 2015 et les attentats, malgré Menel, malgré Tariq Ramadan, j'allais dire malgré Tariq Mami, malgré tous les Tarek et les Christophe et les Mohamed, ils restent quand même conscients, parce que eux, ils vivent au quotidien avec des personnes de cette culture, de cette culte musulman, et peut-être que dans leur quotidien, les musulmans qu'ils côtoient ne sont pas les musulmans qu'on présente à la télé. Et puis surtout, à force de stigmatisation à la télévision, de rapports redondants sur la dangerosité de l'islam, à un moment, on a juste en face de nous des citoyens qui sont moi, conscients. Ce qui m'étonne, c'est que les Français répondent quand même
Oui. Que l'islam ou les musulmans sont compatibles avec la valeur. La surprise, elle est là. Après, c'est ça, parce qu'ils sont conscients. contradictoire. Top, on a la pub et on a Libertad dans un instant, les coups de cœur, s'il y en a, à tout de suite. LGF, le grand forum pour les quelques dernières minutes qui nous restent avec Anan Zawani, avec Enver de Santos et Tarek Mami qui s'est invité à la fin. C'est très bien. Qui dit bonjour. Et qui dit bonjour, absolument. Bonjour. C'est moi qui l'ai invité. Oui, bien. Fayotte. J'assume. Assume, c'est bien. Tiens, justement, Tarek Ramadan, on risque d'avoir des nouvelles cette semaine, messieurs, dames. Puisque, vous savez, Tarek Ramadan a fait une demande de libération. Oui. Et il a fait ce qu'on appelle un appel sur la décision de détention. Oui. Bon, pour faire simple, il a fait une demande de libération, quoi, pour le grand public. Oui. Et sera étudié par la Cour de Paris, donc ce jeudi. Ah, c'est très bien, ça va. Ce jeudi. Voilà, ça va vite, hein. Ça va, non, parce que des fois. J'ai vu qu'il y avait un comité de soutien qui s'était créé. Oui. Pour demander. Qui a fait un texte, mais qui est très long, très mal écrit, qui justifie tout et son contraire. Un communiqué de soutien, c'est 6 lignes pour dire appliquer la loi. Voilà. Le monsieur, il est présumé innocent. Pourquoi un tel, et on peut les citer, ne sont pas eux passés par cette case. Donc, au vu de ces conditions, soutenez. Et puis, l'autre chose que je dis depuis le premier jour, moi, je trouve qu'il y a une erreur de communication dans le dossier de Tarek Ramadan. Aujourd'hui, on gagne les batailles aux tribunaux, à la fois sur le plan judiciaire par des bons avocats, et il a un bon avocat, et à la fois et surtout dans le plan médiatique. Sur la communication. Et il aurait besoin dans la communication, parce qu'on gagne dans la communication, on ne gagne pas dans le tribunal. Le tribunal, c'est après. Et je m'arrête là. Très bien. Allez, c'est parti pour Libertad parce que nos auditeurs nous attendent. 01 40 33 9000. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio. Mais Jared, quand il rentre à la radio, au moins on le sait. C'est l'avantage. Il casse pas la porte, il a les clés. Oui, c'est vrai. Allô, bonjour. Salut, c'est Youssef de Drancy. Allô, quel est ton prénom? Youssef de Drancy. Oui, qu'est-ce qui se passe, Youssef? Pourquoi dans votre émission, à chaque fois, vous dites que Ménel, elle a été virée parce qu'elle était voilée? C'est totalement faux. Elle a été virée parce qu'elle prône la haine. D'abord, elle n'a pas été virée, elle a démissionné, ce qui est pas, enfin, elle s'est retirée elle-même du jeu, déjà. Ah, mais TF1, ils ont poussé, hein, le communiqué qu'elle a fait, c'est TF1 qui lui a poussé de faire ça. Donc, tu sais des choses qu'on ne sait pas. Bah, peut-être. Oui. Peut-être. Ils ont dit, TPMP l'ont dit, en fait. Si TPMP l'a dit, alors? Ah oui, c'est vrai que, alors, tiens, justement, puisque tu en parles, j'ai lu un article dans Challenge qui dit que grâce à Ménel, TPMP est arrivé en tête devant Quotidien toute la semaine dernière. Donc merci Ménel, hein, quand on relaie la page Chauspert, bah, visiblement ça marche. Merci Youssef, à bientôt. 01 40 33 9000, c'est vrai que d'habitude, Quotidien sont devant, mais là. TPMP, le CSA devrait franchement s'y pencher parce que toute la semaine, c'était juste horrible. Oui. Entre Benjamin Castadi qui dit qu'elle est trop terroriste, c'est grave. Pro-islamiste. Anan, c'est pas le CSA. C'est qui alors? C'est les téléspectateurs qui regardent et c'est les auditeurs. Monter à 23 000, à 25 000 saisines et de contestations comme on a fait quand il y a eu l'histoire de l'homosexualité, je sais pas quoi. Exactement. Et vous verrez que le CSA le lendemain matin à 7h se réunit. Ouais, bien sûr, on est d'accord, mais voilà. Sauf que aussi aux téléspectateurs de saisir. Sauf que les téléspectateurs ne vont pas forcément le faire parce que comme Youssef, ils vont dire. Non, mais les téléspectateurs ont saisi, j'ai saisi. Sur combien Facebook. Vous êtes? Alors, on est très peu et effectivement, on doit travailler sur ce point-là. Ouais. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Saïd de La Rochelle. Bonsoir La Rochelle, très belle ville. J'espère qu'il fait beau par rapport à Paris. Oui, on a un petit soleil. Il fait un peu froid, mais on a le soleil au moins. Dites-moi une petite question, comme ça au passage, vous nous écoutez comment à La Rochelle? Sur l'application? Ouais, sur Internet. Sur l'application téléphone? Sur l'application téléphone ou sur un bureau? Directement sur Internet, sur un ordinateur. Et vous savez que vous pouvez mettre l'application qui vous permet d'écouter partout, y compris en mobilité. France Maghreb 2, ça s'appelle. Voilà, sur mode smartphone, ça peut servir. Ok, c'est noté. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Je souhaitais réagir par rapport à l'affaire de la demoiselle Ménel. Ménel, voilà, c'est ça. Par rapport à son voile. Oui. C'est un foulard, hein. Merci Monsieur Vamy. Oui. C'est un foulard. Par rapport au fait justement de pas islamiser. Aujourd'hui, c'est un accessoire de mode également, hein, donc je vois pas pourquoi on évoquerait ce sujet comme étant islamique systématiquement. En plus, elle l'a dit, hein, elle a dit que c'était pas forcément par rapport à la religion, c'est un style qu'elle a et qu'elle envisage pas de l'enlever. C'est son style à elle, voilà. C'est un turban. Donc en fait, ce qui serait, en fait, justement, faudrait souligner plutôt ce point-là, puisque dans les médias, tout de suite, on parle de femmes voilées, voilà, on repart encore sur
l'islam, alors que ça n'a rien à voir. N'a strictement rien à voir. Bon, merci en tout cas pour votre avis. Et une toute petite louche d'hypocrisie. Quand la mère du soldat Ben Ziaten va à l'Elysée et monte dans l'avion du président avec son foulard ou son voile, personne n'ose arriver pour l'arracher. Ouais, mais n'oublions pas, monsieur Lamy, qu'elle a été huée à l'Assemblée nationale. Oui, mais c'est pas grave. C'est qui est honteux par les députés. Ok, non, mais je suis d'accord. Mais elle monte dans l'avion, elle est même proposée, on ne rentrera pas dans le débat pour le prix Nobel de la paix, mais celle-là, quand elle rentre à côté du président, personne n'ose aujourd'hui le faire. Ça veut dire qu'il y a un travail de sape dans le deux sens, il y a un travail d'acceptation, il y a un travail de fachosphère qui aujourd'hui est en train de gagner les batailles jusqu'au retournement, Inch'Allah. Bon, merci beaucoup Tarek pour ce court moment, vous revenez vendredi. Inch'Allah. Et demain donc dans le DLM, on affrontera donc Yvan Rioufol à Julien Drey qui a gagné aujourd'hui. Donc selon vous, Julien Drey à qui on doit prescrire une belle ordonnance pour 24 heures, le mettre au moins en quarantaine, et on en reparle évidemment demain. On se penche à nouveau sur votre cas et vous avez la possibilité, mesdames, messieurs, de voter aussi pour savoir et qui sera peut-être le grand gagnant de la semaine de l'ordonnance la plus importante à délivrer en urgence pour déradicaliser en l'occurrence. C'est vraiment humoristique, hein, faut le prendre évidemment avec beaucoup de recul, hein, parce que Tarek Mami, on en a marre des faiseurs de haine, on en a marre de tout ça, et on a envie de tourner ça un peu en dérision, parce que pas faire passer pour des victimes, ça va 5 minutes quoi. Bon, merci Anan. Merci à toi, Christophe. Merci Enver. Merci Monsieur Mami. Merci à tous les intervenants, dont Redouane. Merci beaucoup, Redouane. Merci à tous et bonne soirée. Les uns les autres. Ah oui, ouais, absolument, absolument, mon cher. D'autant plus que c'est la Saint-Valentin. Hein. T'as préparé quelque chose, Enver? Bien sûr, j'ai préparé quelque chose. Ouais. T'as ta Valentine? Oui, ma télé. D'accord. Et pas bonne télé. Merci beaucoup. Je te poserai pas la question, hein, Anan. Et 18h, non, quand même, ça se fait pas. 18h01, dans un instant, Medjed sur France Maghreb 2, jusque 20h, évidemment, pour l'heure, le rappel des titres de l'actualité. Marine Garel, bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Compte caché à l'étranger, montage sophistiqué et mensonge. Condamné à 3 ans de prison ferme pour fraude fiscale et blanchiment en 2016. L'ex-ministre du budget, Jérôme Cahuzac, est jugé en appel à Paris depuis ce midi. Il avait donc été condamné à 3 ans de prison ferme, le plus retentissant scandale du précédent quinquennat. Le tribunal de grande instance de Paris a débouté le syndicat des avocats de France. Il avait assigné la ministre de la Justice pour faute lourde, dénonçant les box vitrées présents dans plusieurs tribunaux. Le tribunal estime qu'il n'a pas été démontré que les box sécurisées n'avaient pas permis de juger correctement. La mort d'une femme sans abri à Paris, en plein cœur du 9e arrondissement. Ce sont les pompiers qui ont appelé le SAMU, mais elle n'a pas pu être ranimée. Elle avait 52 ans. Laura Smet a demandé à ses avocats de mener toutes les actions de droit pour contester les dispositions testamentaires de son père, Johnny Hallyday, qui confierait l'ensemble de son patrimoine et l'ensemble de ses droits d'artiste exclusivement à sa seule épouse Laetitia. David Hallyday, le frère de Laura Smet, sera co-demandeur dans cette procédure. La station Saint-Michel-Notre-Dame du RERC, fermée au moins jusqu'à la fin du mois, après la crue de la Seine. L'eau s'est infiltrée dans le plafond de la gare, il faut donc faire de nouveaux travaux. Et par ailleurs, 14 trains par jour supprimés jusqu'à jeudi sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg, des trains qui sont en réparation après les dégâts liés à la neige et à la glace de la semaine dernière. Un mot de sport et la joie de Martin Fourcade à Pyeongchang, médaillé d'or sur la poursuite. Le biathlète qui tient sa revanche après le sprint d'hier. 3e médaille d'or olympique de sa carrière. Martin Fourcade a rejoint Jean-Claude Killy, sportif français le plus titré de l'histoire des JO d'hiver. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.